Dans l'actualité de ce jeudi, inhumation des Sénégalais morts dans un incendie à Denver. Les familles des victimes encore au comble de la tristesse. Ce drame ne restera pas impuni, jure le député sénégalais de l'Amérique et l'Océanie. L'enquête américaine sera concluante selon lui. Le service d'hygiène mieux armé pour faire face au coronavirus. 10 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État du Sénégal dans le cadre de la guerre sanitaire. La ville de Tivaouane a été choisie pour le démarrage des opérations. D'autres cas de coronavirus ne sont pas à exclure à Gorée. Les tests effectués sur les contacts du premier cas sont attendus dans les prochaines heures. Comment isoler et évacuer les potentiels cas de Covid-19 à Gorée? Une vedette médicalisée sera nécessaire selon le maire Augustin Senghor. Et puis notre reportage du jour, la Tamkharit se prépare activement à Saint-Louis, capitale du Bon Tchèp. Est-ce le cas pour le Thierry? L'Achoura sera fêtée samedi dans un contexte de crise sanitaire. À quelques heures de la fête, les prix des légumes et viandes s'envolent. Notre équipe à Saint-Louis a fait les courses pour le couscous. De Denver à Dakar, les familles des victimes ne s'en remettent toujours pas. Arrivées la nuit dernière, les 5 dépouilles des Sénégalais morts dans cet incendie atroce aux États-Unis ont été enterrées ce matin au cimetière de Yoff. L'émotion, vous l'imaginez, était immense. Alassane Ba et Pape Sango Dembaye. Des chants religieux pour accueillir les ambulances transportant les corps des 5 compatriotes décédés dans l'incendie à Denver. Parents, amis et proches observent ces moments douloureux. Les minutes passent, place à la prière mortuaire. Comme vous l'avez vu, un enterrement qui s'est passé d'une manière très douloureuse parce qu'il s'agit d'une perte humaine, mais surtout d'une perte de jeunes qui étaient à la fleur de l'âge, surtout l'aîné, en l'occurrence Djibi Diol. Donc nous présentons en tout cas nos condoléances sincères aux familles éplorées. Donc nous tenons aussi à remercier le président de la République pour avoir vraiment payé tous les frais afférents donc au rapatriement de ces corps. Et nous remercions aussi l'ensemble des Sénégalais qui vivent aux États-Unis, qui ont fait un fundraising et qui a pu vraiment mobiliser un certain montant pour pouvoir vraiment aider les 2 familles. C'était pas facile, tu vois. C'est un acte criminel, tu vois. C'est un jeune qui avait beaucoup d'avenir et puis qui encourageait tous les jeunes, pas sénégalais, africains qui vivent à Denver, de finir leurs études, tu vois. Ce qui me plaît sur Djibi, c'est ça qu'il imposait les jeunes. C'est pas facile. Et puis il y a la famille K aussi, qui souffre aussi. Voilà, parce que c'est vrai, il y a la famille Diol, mais la famille K aussi, il souffre. Le gars là, il a beaucoup de traumatisé. Parce que sa femme, elle est blessée, lui aussi, il s'est blessé, sa fille aussi. Et puis il a perdu sa maison aussi. Et puis il a perdu ses voisins. Djibi Diol repose ici, au cimetière de Yoff, avec les membres de sa famille, victimes tous d'une mort tragique. L'enquête ouverte par les autorités américaines suit son cours. Cet acte ne restera pas impuni, assurance de Aboubakry Diallo, député de l'Amérique et de l'Océanie. Non, ça ne restera jamais impuni pour ceux-là qui connaissent la police américaine. Moi, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Je sais que peut-être que ça va durer, mais tôt ou tard, on va arrêter ces gens-là et on va les punir. Le 5 août dernier, Djibi Diol et sa petite famille trouvent la mort dans un incendie criminel à Denver, aux États-Unis. Merci Alassane. On en vient à la situation épidémiologique du jour. 2 décès et 108 Covid+ ont été rapportés aujourd'hui. 43 personnes développent une forme grave de la maladie. Elle s'est pourtant barricadée depuis le début de la pandémie, mais hélas, l'île Mémoire a enregistré son premier cas de coronavirus et d'autres cas ne sont pas à exclure là-bas, à Gorée. Des tests ont été effectués sur les contacts de ce premier Covid+. Pour parer à toute éventualité, le maire réclame d'ores et déjà la mise à disposition d'une vedette médicalisée pour évacuer les éventuels cas de coronavirus. Mohamed Samb et Diallo. Des rues désertes, des restaurants fermés, un dispositif sanitaire qui prévaut depuis 6 mois sur l'île pour barrer la route au Covid-19. Et pourtant, le virus a réussi à trouver une brèche pour entrer à Gorée. Un jeune qui est dans cette île, mais qui travaille et qui s'est déplacé hors du pays, dans le sud,
dans un bateau et qui revient avec le virus, ça c'est imparable. Donc il y a un premier cas, le temps qu'on fasse les tests, malheureusement, il a été au contact d'autres personnes, des membres de sa famille. Il est arrivé un vendredi et on a pu avoir les résultats que le dimanche. Il y a forcément d'autres cas qu'on peut déceler. On attend les résultats. La maison des esclaves ne reçoit plus de visiteurs. Seuls les résidents se baignent à la mer. Le tourisme et le commerce sont menacés par la Covid-19. L'impact est vraiment présent à Gorée. Vous-même, vous l'avez vu. Aucun restaurant n'est ouvert. C'est juste certaines tables, comme les dames qui sont juste à côté, qui essaient d'avoir leur maigre sous pour essayer de survivre. L'impact ne se limite pas aux restaurants et tout, mais il y a aussi les hôtels, les maisons d'hôtes. Et aussi, on va dire, les ambulants, parce qu'eux aussi, ils vivent carrément de tourisme. Nous avons hâte de retrouver l'ambiance conviviale de Gorée. Il n'y a pas assez de monde. La ville touristique de Gorée a vraiment besoin de reprendre ses activités. L'édile de la ville touristique appelle à une mise en place d'un dispositif médical entre Dakar et Gorée pour faciliter le transfert de malades Covid-19. Les petites difficultés qu'on aura par rapport aux autres, c'est que nous sommes dans une enclavée. Les cas qui seront détectés ne peuvent pas être transportés avec les passagers dans la chaloupe. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore une vedette médicalisée officielle entre Gorée et Dakar. Donc je pense que ce sera l'occasion de régler ce problème. Si c'est réglé, ce sera cerné. Le premier cas, on a pu l'évacuer par une vedette privée, mais il faudrait qu'un dispositif soit mis entre Dakar et Gorée. Un silence de cathédrale règne dans cette partie du monde, un décor que l'on voit rarement à l'île de Gorée. La pandémie impose sa loi aux résidents. Une délégation du ministère de la Santé attendue la semaine prochaine pour une campagne de sensibilisation. Merci Mohamed. Et puis je vous le disais en titre, le service d'hygiène mieux outillé pour faire face à la Covid-19. Dans le cadre de la guerre sanitaire, l'État a mobilisé 10 milliards de francs CFA pour équiper les soldats de l'hygiène. La ville de Tivaouane a été le lieu du premier lancement. Voyons tout cela avec Géranta Diop et Latir. En cette période de Covid-19, le service d'hygiène vient d'être équipé en termes de véhicules, mais aussi en termes d'appareils ultra sophistiqués. Tout cela pour permettre à ces soldats de l'hygiène de contribuer à l'endiguement de cette épidémie. La balle est dans notre camp. Nous avons reçu tous les besoins qui ont été exprimés. Le président a dégagé 10 milliards de francs pour le service d'hygiène. Ce premier jet de véhicules qui représente 3 milliards et quelques, c'est simplement la logistique. Mais il y a d'autres aspects en matière de recrutement massif, de renforcement de compétences des éléments, d'équipement et de fonctionnement. Des opérations techniques de désinfection sont lancées à Tivaouane. Le choix de la cité religieuse n'est pas fortuit, selon le chef de la brigade d'hygiène de la région de Thiès. Pour lutter contre cette Covid, donc qui, comme vous le constatez, prend de plus en plus des proportions inquiétantes. Rien qu'au niveau du district de Tivaouane, donc il y a à peu près 250 et quelques cas de Covid, donc au niveau de ce district. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits. C'est parce qu'avec cet arsenal, vraiment, le service d'hygiène est beaucoup plus outillé pour faire face à cette épidémie. Le représentant du Khalife général des Tidianes, les autorités communales ont vivement salué ces actions, tout en sensibilisant les populations de Tivaouane sur le respect des mesures barrières. Et Géranta, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, la pandémie risque d'infléchir sur quelques indicateurs en santé malgré les performances notées sur plusieurs programmes en 2018 comme la lutte contre le paludisme. L'annonce a été faite ce matin à l'occasion de l'ouverture de la revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social. Compte rendu Fat Bintou Conté et Amadou Ba. Le secteur de la santé est passé au peigne fin lors de la revue annuelle conjointe de cette année. Beaucoup d'améliorations ont été notées sur plusieurs domaines. Nous avons aussi apprécié le rôle extrêmement important et le travail remarquable que nous avons fait sur notre politique de vaccination. Et je souligne d'ailleurs qu'à l'instar de beaucoup de pays de notre région, le Sénégal a donc fait des performances en matière donc de polio. Et l'élimination à ce niveau-là est à souligner et cela nous semble être une performance majeure. Autre élément fondamental, et ça aussi je crois qu'il faut le noter,
c'est le travail remarquable qui a été fait en matière de lutte contre le paludisme. À ce niveau-là aussi, nous avons vu effectivement que des performances ont été réalisées en 2019. Des défis cependant restent à relever, surtout celui de l'urgence médicale. Souvenez-vous, les urgences ont été au centre des préoccupations du système pendant toute l'année 2019. On a même organisé un grand forum sur la stratégie nationale des urgences. Et à ce niveau, le SAMU national est en train de poursuivre son maillage. Mais cette année, la pandémie de la Covid-19 risque de saper les efforts consentis. Dès 2020, nous avons plongé dans la pandémie à Covid-19 qui risque bien entendu, et ça il faut le noter pour le regretter, qui risque en fin 2020 peut-être d'infléchir un peu quelques indicateurs de notre secteur. L'on peut dire dans ce cas que les clignotants sont ouverts pour le secteur de la santé pour cette année 2019, n'eût été la pandémie de la Covid-19. Merci Fat Bintou. Et puis les populations de Boune, unité 13 de la commune de Kermassar, crient leur désarroi. Plusieurs maisons de la localité sont submergées par les eaux pluviales. Elles réclament des motopompes pour l'évacuation dans les meilleurs délais de ces eaux pluviales. Situation identique à Saint-Louis. Plusieurs quartiers ont été inondés suite aux pluies intenses enregistrées ces dernières 24 heures. Des quartiers étaient sous les eaux et les populations demandent aux autorités locales de réagir rapidement. Beaucoup à cause des problèmes de l'inondation. Toutes les maisons sont inondées et il n'y en a même pas d'espace pour passer. Donc ça fatigue les gens, la population. Et l'inondation, l'eau est très sale. Ça cause encore d'autres maladies et d'autres infections. Donc ça ne nous arrange pas. Donc on demande au gouvernement de nous venir en aide pour qu'on puisse résoudre ce problème afin qu'on puisse aller de l'avant. Sinon que ce côté-là, le problème d'inondation, ça n'arrange personne. Nous avons des difficultés. L'eau est partout dans les quartiers. Les maisons sont inondées. À Guinaw Rail, on vit le calvaire. C'est comme si la mairie nous a oubliés. Personne ne se préoccupe de nos difficultés. Tout le quartier est inondé. Et l'ANACIM annonce une atmosphère instable sur une bonne partie du pays, particulièrement sur les localités proches du littoral et au sud où des pluies et orages d'intensité variable sont attendus. Une chaleur humide restera ressentie sur l'étendue du territoire avec des températures maximales entre 31 et 32 degrés sur le littoral, 33 et 36 à l'intérieur du pays selon l'ANACIM. Et quand les eaux pluviales se mélangent avec les eaux usées, le risque sanitaire est évident selon les populations riveraines de l'unité 11 des Parcelles Assainies. Dans ce reportage, elles se plaignent de cette situation qu'elles vivent. Aminata Mbaresso et Younous Diatta. Dans cette partie de la rue 11 des Parcelles Assainies, ces eaux de pluie mélangées à des eaux domestiques rendent difficile le quotidien des riverains. Vous avez vous-même senti les odeurs nauséabondes parce que l'eau pluviale s'est mélangée avec l'eau des eaux septiques. Et voilà aujourd'hui la situation que vivent les populations. Cela fait aujourd'hui plus d'une semaine. Chaque nawet nii la 3 mois yëpp nii la ñuy dëkkee mënuñu génn suba guddi ngoon xale yi fii la ñuy fooyee moom bu dul dara fii la ñuy fooyee chaque jour xale yaa ngi fii di paccax-paccaxee. Un problème d'assainissement devenu cyclique, les eaux stagnantes au milieu des habitations et des commerces. lii mun naa indi sax lu raw corona boo koy noy ku ne fii la lay jàpp ci put fii waaw meew mënu ci dara dañoo sonn ci lii. parce que feebar baa ngi nii corona rëmbee nit ñi kon nag lii bu ci dollee ko. Des menaces sur l'environnement, des risques sanitaires aussi pour les habitants. Les populations dénoncent le mutisme de la mairie face à leurs problèmes, un problème devenu récurrent en période d'hivernage. La Haute Autorité de Gestion et d'Aménagement du Littoral, c'est la nouvelle institution mise en place par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, une institution qui découle de la nouvelle loi sur le littoral. Un atelier s'est tenu ce matin avec tous les acteurs pour partager le contenu. Compte rendu d'Issa Prera et Youssou Barro.
Face au conflit d'usage de plus en plus récurrent sur le littoral, l'État a décidé de prendre le taureau par les cornes. Pour ce faire, un texte de loi consensuelle a été élaboré. Objectif, faire en sorte que le littoral bénéficie à tous les usagers. L'objectif de cet atelier est de partager les textes juridiques et réglementaires, donc la loi et le décret d'application sur le littoral. Et comme vous le savez, bon, c'est un processus qu'on a commencé depuis 2011, bon, qui a été un peu en retard sur certaines dispositions parce que le consensus n'est pas très facile sur cet espace où beaucoup d'activités et beaucoup d'acteurs interviennent. Donc c'est avec aussi les récents événements qu'il y a eu sur le littoral qu'on a repris ce dossier-là, faire en sorte d'avoir un consensus sur une gestion intégrée du littoral. Un nouveau code pour orienter les investissements, concilier les différentes positions et acteurs et dans le même sillage réduire les conflits entre usagers. Et je pense que la loi du littoral, ça constituera un code pour orienter les investissements d'abord dans ce littoral, les sécuriser parce que les investisseurs ont besoin d'avoir une protection, mais aussi protéger la communauté, protéger l'environnement, protéger la biodiversité, protéger les espaces et permettre à tout le public d'accéder à un bien public qui appartient à tout le monde. Une loi accompagnée de la haute autorité de gestion et d'aménagement du littoral. L'idée est bonne, mais il faudra la verrouiller pour éviter qu'elle soit contournée. Beaucoup de choses, hein. Il y a la lettre, souvent il faut que l'esprit aille avec. On a avancé, mais il y a des éléments qui manquent. Donc, il y a la réappropriation, ce qui avait été fait avant. Comment on va le gérer? Tous les pays du monde, quand ils se sont attaqués à des questions de cette nature, ont commencé par travailler sur la réappropriation, sur la reconquête. Sinon, tu vas travailler pour une petite partie. Vous avez vu? Donc ça, c'est un élément fondamental. L'autre élément, bien sûr, c'est le Sénégalais qui, lui, a vocation à gérer tout cela. Mais c'est un prédateur, lui. Lui, il cherche la faille de la loi. Donc c'est à verrouiller politiquement, c'est à verrouiller juridiquement. Donc la virgule doit être gérée, sinon le Sénégalais, il le trouvera et il va passer là-dessus. Ces dernières années, le littoral sénégalais a fait l'objet de beaucoup de pression entre construction illégale et aménagement non conforme à la réglementation. La haute autorité de gestion et d'aménagement du littoral pourrait être la solution. Merci Dissa. Et puis suite et pas fin des Illimix d'Orange, Mamadou Aïdara fustige la sortie du directeur général de l'ARTP qui, selon lui, s'est considéré comme un agent marketing d'Orange en annonçant les nouveaux tarifs à la place de l'opérateur historique. Le président d'honneur du syndicat des travailleurs de la Sonatel trouve insensé, en revanche, l'appel au boycott d'Orange par le mouvement Y en a marre. Mamadou Aïdara a été l'invité de l'Info du matin. La RTP a reculé sur la base de la clameur populaire. C'est une bonne chose de revenir, de rediscuter avec Sonatel, mais du point de vue du droit, Sonatel a le droit avec elle. Le code des télécoms lui permet de faire ses offres à condition de faire en sorte que le marché soit profitable. Je dis, mes amis de la RTP n'avaient pas à aller jusqu'à être l'agent marketing de Orange. Ce n'est pas dans le rôle de venir rendre public des offres d'un opérateur. Ça me rappelle en 2007 quand le président Wade est allé à la place du millénaire pour lancer la 3G de Expresso. Ce n'est pas dans le rôle de la RTP d'être un agent VRP de Sonatel. Ils ont discuté, c'est une excellente chose, ils ont trouvé des solutions de compromis pour sortir vers le haut, mais la RTP aurait pu laisser le soin à Orange de communiquer ses nouveaux tarifs. Les gens de Y en a marre, j'ai travaillé avec eux, hein. En 2010-2011, nous avons beaucoup travaillé, mais je sais que quand même, appeler au boycott d'Orange, c'est peine perdue. Parce que les gens ont besoin de faire des communications et des communications dans des conditions de qualité. 400 nouveaux compteurs intelligents seront installés à Gorée, 50 000 autres compteurs à Dakar. D'ici à la fin de l'année, annonce le directeur général de la Sénélec, Pape Demba Bitèye, à l'occasion du lancement de la campagne des compteurs intelligents ce matin à Gorée, une initiative de la Sénélec pour donner à ses clients un service de qualité. Pape Demba Bitèye est interrogé par Mohamed Samb et Diallo. Les populations insulaires de Gorée pourront bénéficier des immenses possibilités offertes par les solutions digitalisées associées aux compteurs intelligents et entrer dès à présent
dans le cercle restreint des villes numériques. Nous prévoyons d'installer environ 400 compteurs intelligents ici à Gorée. La réussite de la phase pilote permettra à Sénélec de déployer plus de 50 000 autres compteurs sur Dakar d'ici la fin de l'année et plusieurs autres millions sur l'ensemble du territoire national. Les compteurs qui sont en phase d'installation ici à Gorée permettront d'abord aux clients de suivre à distance leur consommation. Ils permettront ensuite d'acheter et de charger les prix du Wi-Fi, de vérifier les index de la facture, d'assurer le monitoring, le suivi de l'économie d'énergie grâce aux applications informatiques simples et faciles disponibles sur les téléphones portables et autres smartphones. Le chef de l'État, Macky Sall, appelle le secteur privé français à poser un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains. Le président de la République a profité de son discours à l'université d'été du MEDEF pour réitérer son appel à l'annulation de la dette africaine. Voici un extrait de son discours devant le patronat français. Il y a une Afrique qui bouge. L'Afrique émergente est loin des stéréotypes qui la présentent comme la face obscure de l'humanité. Je voudrais également dire que le risque d'y investir n'est pas plus élevé que dans beaucoup d'autres régions du monde. À tous nos partenaires publics et privés, mon message reste le même. Posez un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains. Ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes, j'allais dire périmés, risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain. Au demeurant, avec un montant de 365 milliards de dollars, 365 milliards, la dette africaine ne représente que 2% du volume de la dette mondiale. J'ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine. Retour à Dakar avec notre reportage du jour. Je vous le disais en titre, on connaît la ville de Saint-Louis pour son bon tchèp. Est-ce le cas pour le couscous de la Tamkharit? Dans tous les cas, l'Achoura se prépare timidement à Saint-Louis en cette période de Covid-19. Sur le marché, les prix de légumes et autres astuces qui doivent accompagner le fameux couscous de Tamkharit coûtent très très cher selon les clients. Chez les vendeurs de viande également, les prix s'envolent. Reportage Ousseinou Diop, Habib Sek. À Saint-Louis, au marché Tendigen, les femmes préparent timidement la fête d'Achoura. Ici, les condiments qui doivent accompagner le couscous coûtent très cher. Cette année, tout a chamboulé. Nous achetons les légumes à des prix très élevés et après, on peine à les vendre. Nous sommes inquiètes, tout en espérant que les choses vont changer. Mais pour le moment, c'est le calvaire. Ndiémé Diop est vendeuse de légumes. Elle est très connue au marché de Sor. La hausse des prix l'inquiète et risque d'influer sur son chiffre d'affaires à quelques jours de la fête. Nous préparons la Tamkharit, mais les légumes sont très chers. Elles sont juste intouchables et les clients les marchandent à longueur de journée. C'est très dur. Les femmes saint-louisiennes, elles n'oublieront jamais cette fête qui profile à l'horizon en cette période de Covid-19. Vraiment, cette année, les produits ont connu une très grande hausse, contrairement à l'année dernière où nous avions passé la fête sans difficulté. Mais cette fois-ci, tout est différent. Autre lieu, autre décor. Ici, les vendeurs de viande s'activent pour assurer les commandes des clients. Mais cette année, la Covid-19 a faussé toutes les prévisions. Nous sommes là comme d'habitude. Seulement pour cette année, les clientes sont très rares. Vous savez, le coronavirus est à l'origine de cette situation. Nous finançons beaucoup, mais c'est très difficile d'avoir des clients. Le coronavirus impacte négativement sur toutes les fêtes religieuses. L'Achoura, qui sera célébrée dans moins de 2 jours, sera également impactée car à Saint-Louis, les prix des condiments grimpent et le prix du kilogramme de viande varie entre 3 000 et 3 500 francs.
Merci Ousseynou et attention au tireur, sinon ça peut dégénérer. Et puis sur l'international, le président Barrow prolonge l'état d'urgence public et le couvre-feu de 21 jours supplémentaires en Gambie. L'extension comprend des modifications de la réglementation sur les écoles, les lieux de culte et des sanctions pour violation du couvre-feu nocturne. L'information a été relayée par le porte-parole du gouvernement gambien. Et puis un mot de sport, la convergence pour le renouveau du basketball sénégalais apporte la réplique suite à la traduction en conseil de discipline de 4 de ses membres par la Fédération sénégalaise de basket, une tentative d'intimidation au club selon Ndiaga Matar Ndiaye qui accuse l'instance fédérale d'être dans une logique électoraliste. En ce moment, nous l'écoutons avec Cher Sadibou Diarra. Je pense que cette démarche, elle est empreinte de malhonnêteté. Très sincèrement, parce que le président Tandian de Saint-Louis Basket Club, qui était en contentieux avec la fédération, a été bel et bien jugé de façon très expéditive par le bureau fédéral en plein Covid. Vraiment, là où la pandémie était à son pic, quoi. Donc, c'est pour moi, pour eux, un moyen de dissuader les clubs de rejoindre cette réflexion. Ils nous qualifient de structure parallèle, ce qu'on n'est pas du tout. On ne voudrait pas que notre nom soit sali dans des histoires de sanctions parce qu'on n'a rien fait qui vaille d'être sanctionné. Quand on sanctionne les gens parce qu'il faut mettre ensemble pour réfléchir, dans quel pays on est? On est dans un état de droit. Et cette missive qu'on a vue reflète réellement les intentions. Quand le président de la fédération ou son secrétaire général, parce que quand le secrétaire général adjoint envoie une missive, c'est parce que le président l'a autorisé. Quand ils comparent, ils disent que voilà, c'est 5 clubs contre 102, ils sont dans une logique purement électoraliste. Donc, quand on leur disait de ne pas toucher au texte pour un 3e mandat, là, c'est un aveu de taille qu'ils viennent de faire. Quand on demande la reddition des comptes, voilà tout à coup que dans la même missive qui menace de suspendre des gens, on voit des promesses de subventions au club. D'où viennent ces subventions? On disait tantôt, on nous disait que les caisses de la fédération étaient vides. On peine à avoir le bilan de l'Afrobasket. Ne serait-ce pas un subterfuge pour justifier justement l'argent qui a été mobilisé pendant l'Afrobasket? Ben, on se pose des questions. On continuera de se poser des questions, on continuera de réfléchir et je pense que personne ne peut nous en empêcher parce que c'est un droit consacré, c'est le bâton ou la carotte. Franchement, c'est pas ce qu'on attendait de cette équipe fédérale quand on les a élus. Et maintenant, nous prendrons toutes nos responsabilités vis-à-vis de ça. Et puis, sport toujours, la candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football de Didier Drogba a été rejetée. Et puis, le président du FC Barcelone, Barthélemy, met en garde, met en balance son avenir à la tête du club. Les joueurs de la NBA vont finalement reprendre la saison. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Didier Drogba sorti de la course à l'élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de football. La candidature de l'ancienne star de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est invalidée par la commission électorale. Ses parrainages par l'Africa Sport et l'association des arbitres ont été jugés irrecevables. Didier Drogba a 5 jours pour faire appel auprès de la commission de recours. Sori Diabaté et Idriss Diallo sont pour l'instant les candidats qui vont s'affronter le 5 septembre prochain. Sadio Mané parmi les possibles successeurs de Lionel Messi au FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le club catalan aurait pris contact avec l'international sénégalais. Mané, que connaît bien le nouvel entraîneur du Barça, a une clause libératoire de 120 millions d'euros. Toutefois, le FC Barcelone ne compte toujours pas laisser partir Lionel Messi. D'après le média catalan TV13, le président du club Bartomeu serait prêt à démissionner si le numéro 10 argentin s'engage à continuer au Barça et à l'affirmer publiquement. Lionel Messi va sûrement briser le silence et donner sa version des faits prochainement. Les joueurs de la NBA qui ont entamé mercredi un boycott massif des matchs de la fin de saison pour protester contre les violences policières aux États-Unis sont revenus à de meilleurs sentiments. À la suite d'une réunion entre joueurs ce jeudi, il a été décidé de reprendre le cours des playoffs. Une reprise de la saison espérée ce vendredi soir. Les 3 matchs prévus cette nuit sont reportés comme ce fut le cas de ceux de mercredi, qui avaient un effet dominant dans le milieu sportif américain, ému par l'agression de Jacob Blake, qui avait reçu 7 balles de pistolet dans le dos dimanche dernier. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue. Dans Soir d'info, c'est à vous Binta. Vous recevez ce soir monsieur Amadou Seck. Amadou Seck, Chérif, il est le président